Alors, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle masterclass La Réclame. C'est la 18e et aujourd'hui, on va parler de nom de domaine et notamment du point marque. Alors, pour savoir ce qu'est le point marque, nous avons invité Émilie Turbat. Bonjour Émilie. Bonjour Sean. Qui est directrice marketing et commerciale de l'AFNIC. Alors, pour commencer, avant que... parce que j'imagine qu'en fait, le point marque n'est pas forcément un sujet que vous maîtrisez tous, et qui est même l'extension Internet personnalisée ou extension de nom de domaine personnalisé, c'est ça. Donc, ça va être le sujet du jour. On va voir pourquoi c'est, pour nous en tout cas, décisif pour une marque, et surtout pourquoi c'est le moment de s'y intéresser. Avant de rentrer dans le cœur vif du sujet, Émilie, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qu'est l'AFNIC? Avec plaisir. Donc l'AFNIC, c'est une association qui a été créée en 1997 et c'est une association qui gère quelques 20 extensions Internet actuellement. L'extension qu'elle gère principalement, c'est notre extension nationale, le .fr, qui compte plus de 4 millions de noms de domaine. Dont la réclame.fr. Voilà. Tout à fait. Et donc, au-delà du .fr, l'AFNIC gère un ensemble d'extensions, d'autres extensions qui correspondent à des codes de pays, comme le .fr, donc des extensions de territoires ultramarins français. Également des extensions de type générique géographique, comme le point Paris, depuis 2014, et également des extensions de marques, les fameux points marques, parmi lesquels on peut citer le point Leclerc. Très bien, bon, on va y revenir. Alors, justement, qu'est-ce qu'est une extension, un point marque? Comment ça fonctionne et voilà. Alors, qu'est-ce que l'extension un point marque? On va s'intéresser pour une fois à ce qu'il y a derrière le point, à droite du point. Les utilisateurs de l'Internet que nous sommes très habitués aux extensions qui correspondent à des codes de pays, comme le .fr que je viens de citer. Également, en France, on est très habitués à voir derrière le point le .com, donc qui est une extension générique historique. Et donc, un point marque, c'est les caractères qui sont à droite du point et qui correspondent au nom d'une marque, puisque depuis 2012, des entreprises ont pu demander à avoir des extensions qui correspondaient à leur marque. Et donc, voilà, on appelle ces extensions-là des points marques et elles fonctionnent techniquement comme toutes les autres extensions Internet, comme un .fr, comme un .com. Très bien. Quelle est la première raison pour laquelle une marque doit s'intéresser à un point marque? Parce qu'après tout, j'imagine que la plupart des marques aujourd'hui ont déjà leur .fr, leur .com, parfois des domaines, on va dire, un peu plus lointains, ou même le .tv, qui est pas mal utilisé par les médias télévisuels. Tout à fait, qui est l'extension des Tuvalu. Donc c'est en fait une extension de pays à l'origine. Donc pourquoi voilà. Alors, parce que c'est un asset numérique unique et rare. Depuis 2012, on n'a pas pu faire de demande pour cet asset numérique. Et c'est un asset numérique qui offre de nombreux avantages, des avantages de cybersécurité, des avantages communicationnels, des avantages de proximité avec ses clients, des avantages offerts sont très nombreux et je pense qu'on n'a d'ailleurs pas fini d'évaluer tous ces avantages puisque les innovations que l'on connaît actuellement peuvent complètement s'appuyer sur l'existence d'un point marque. Très bien. Moi, j'avais listé quelques avantages. Je vais me dire si c'est correct. Donc, j'imagine qu'il y a la partie sur le branding déjà. Voilà. Complètement. Donc, avoir un point Orange, un point Leclerc, on va y revenir. Il y aura quelques cas. On l'a un peu presque effleuré avec l'histoire le point TV et le Tuvalu. C'est la souveraineté, c'est-à-dire de ne pas dépendre d'un État, par exemple. Tout à fait.
De ne pas dépendre d'un État ou de ne pas dépendre d'une entreprise tierce comme un GAFAM, par exemple. C'est fort de se dire que la marque est au niveau potentiellement d'un État, en tout cas sur son nom de domaine, quoi. Complètement. Très bien. Est-ce qu'il y a une question aussi sur un peu la disponibilité? Il y a tout à fait une question sur la disponibilité. Effectivement, quand vous avez votre propre extension Internet, tous les nommages disponibles dans la zone Internet qui est créée à partir de cette marque, mais ils sont pour vous. Vous choisissez quel nom vous déposez, vous choisissez qui peut les déposer, pour quels usages, comment les attribuer. Si vous avez des filiales, vous donnez les règles de nommage au sein de cette zone à vos filiales. Vous réglez aussi des problèmes si vous avez un réseau de distribution en termes de nommage. Voilà, vous êtes maître chez vous et vous disposez de l'intégralité des combinaisons de caractères qui sont disponibles et qui sont pour vous. D'accord. Donc c'est vrai que on va dire pour la direction digitale, c'est un travail, c'est un sacré travail. En même temps, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités derrière. On verra en la deuxième partie comment l'obtenir, en tout cas. Oui. Oui, indéniablement, ça nécessite une organisation en interne, mais comme aujourd'hui nécessite une bonne organisation de nommage sous différentes extensions. Et puis j'imagine que, en tout cas, pour toutes les entreprises voilà, qui ont des dizaines, voire des centaines de sites, c'est une opportunité, quoi. C'est une vraie opportunité de rationalisation de son portefeuille, effectivement, de nom de domaine par la même occasion. Est-ce que, en termes de sécurité, ça a un intérêt? Ça a un très grand intérêt en termes de cybersécurité, oui. Aujourd'hui, on voit que des attaques se multiplient. Alors déjà, ça a un intérêt au niveau du cybersquatting. Personne ne peut cybersquatter vos noms au sein de votre zone puisque vous êtes le seul à disposer de l'enregistrement de noms de domaine dans votre zone. Donc, sous votre point marque, par exemple sous votre point Leclerc, personne ne peut venir déposer un nom de domaine autre que vous. Également, tous les noms que vous déposez sont très facilement identifiables puisque sous votre marque, et donc vous pouvez résoudre des problèmes. Actuellement, on a pas mal de discussions actuellement avec des entreprises qui sont intéressées par le sujet, et on nous remonte ces derniers temps des problèmes de cybercriminalité au travers d'emails, notamment d'arnaques au recrutement. On a eu pas mal de discussions sur les arnaques au recrutement dernièrement, où des potentiels recrues d'une entreprise reçoivent des emails leur demandant de fournir des données personnelles, voire même de faire des paiements pour pouvoir obtenir un entretien. Et si vous avez, par exemple, je reprends l'exemple de Leclerc, si vous avez une adresse mail très identifiée, recrutement.leclerc, avec laquelle vous gérez tout votre recrutement, vous avez une vraie solution à proposer pour résoudre les attaques auxquelles vous êtes confrontés. Donc voilà, les avantages pour lutter contre la cybercriminalité, pour apporter plus de sécurité sont effectivement nombreux. Bien sûr, ça permet aussi à vos équipes de techniques, vos équipes qui gèrent les informations, de gérer une zone qui est unifiée, qui est accessible par un nombre de techniciens limité. Voilà. Donc indéniablement plus de sécurité grâce à votre propre zone Internet. Donc ça, voilà, ça norme, ça rassure en tout cas. Voilà. Après, ça rassure vis-à-vis de l'extérieur et ça apporte aussi des avantages de gestion unifiée, homogénéisée en interne. Alors je vois sur le chat qu'on a pas mal de questions déjà. Donc on a Elodie, rédactrice en chef adjointe de La Réclame, qui est en train de tout lire et tout compiler, et on va essayer de les remonter au bon moment.
en fonction du déroulé du webinaire. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur le chat. Est-ce que vous aurez envie de nous présenter un ou plusieurs cas de points marques intéressants Oui, bien sûr. Alors évidemment, ce qui vient en tête, c'est des exemples très frappants comme le point Google. Oui, des acteurs aussi importants que Google, ils sont allés, ont ouvert la voie. Microsoft, Amazon n'ont pas été en reste. Ils ont rapidement perçu l'intérêt, y compris pour eux qui sont si présents dans le numérique d'un tel asset. On a aussi un exemple, on a la chance en France d'avoir des exemples qui sont tout à fait excellents, notamment je pense à la banque BNP Paribas qui a très rapidement installé toute sa banque en ligne sur son extension personnalisée, le point BNP Paribas, et qui s'en félicite et qui vient régulièrement en témoigner. Donc c'est la banque des particuliers, la banque des pros, hein, je comprends. Oui, effectivement. Et puis nous avons en France le point Leclerc, hein, qui est très très présent dans le paysage numérique actuellement, puisque Leclerc a déployé des sites, aussi bien des sites de commerce que des sites corporate pour ses usages, on va dire, de collaborateurs sur son extension. Donc, il y a actuellement de très beaux exemples. Il y a eu des pionniers dans différents secteurs d'activité. Tout cela, c'était en 2012. Hein. Voilà, tout cela ont effectivement, merci de le préciser, ont demandé l'ouverture de leur extension de marque en 2012. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2012, cette possibilité n'est plus. Elle revient en 2026. D'où notre conversation aujourd'hui, parce que voilà, l'occasion est rare. Certains ont franchi le pas, s'en félicitent, et donc voilà, la prochaine fenêtre de tir, c'est printemps 2026. Et c'est pour ça qu'on en parle dès aujourd'hui, parce que ça nécessite de s'y préparer, d'y réfléchir. Alors, on va voir ça dans la deuxième partie. Vous voulez qu'on regarde plus en détail? Je crois que vous avez un slide sur BNP. Oui, très rapidement. On avait préparé quelques exemples marquants avec donc le point BNP Paribas dont je parlais précédemment, qui a ma banque.bnp Paribas pour ses clients, donc qui offre un territoire complètement sécurisé pour ses clients. Moi, je trouve ce qui est fort, c'est que je pense qu'ils ont dû faire, il y avoir beaucoup de pédagogie auprès de leurs clients, parce que demain, je reçois un email qui me dit que ma banque a changé d'adresse, ben, j'y crois pas. Voilà. Et un point BNP Paribas, quelque chose que j'ai jamais vu, je vais me dire, oh là, est-ce que c'est un scam ou est-ce que c'est vraiment la vraie adresse de BNP Paribas? Alors, ils s'y sont remarquablement préparés. Ils y ont préparé leur clientèle et ça s'est très bien passé. L'adoption par les clients a été remarquable et très rapide. C'est vraiment un retour d'expérience qu'ils ont pu faire et encore une fois, ils s'en félicitent au quotidien, parce qu'ils n'y voient que des avantages et leurs clients ont vraiment répondu présent et ont compris très rapidement l'avantage que ça leur procurait. Alors toujours au sujet du chat, hein, vous avez dû le remarquer aussi, vous avez Cédric qui est l'expert point marque de la FNIC qui répond aussi en parallèle. Voilà. On va dire qu'il fait une contre-soirée dans la cuisine, mais pas loin. Hein, pas loin. Voilà. Et presque dans Cuisine et Dépendance. Voilà, exactement. On a aussi le cas de Leclerc, donc on l'a un peu abordé, avec les différents sites.
Oui. Notamment le fameux comparateur. Oui, le fameux qui est le moins cher point Leclerc, qui n'est pas des moindres. Effectivement, on n'a pas tout positionné sur la slide. Alors, ce qui est remarquable avec Leclerc, c'est que en plus leurs points marques correspondent. Ouais. Enfin, ils leur permettent d'exprimer leur marque d'une façon parfaite avec le E.Leclerc. Qui rêve d'un nom de domaine plus parfait que E.Leclerc, c'est immédiat l'identification. Un enjeu en plus, on s'appelle E.Leclerc, on s'appelle pas juste Leclerc. C'est ça. Donc c'est effectivement le match était total en la matière. Puis ils ont déployé leur parapharmacie Leclerc. Voilà. L'ensemble de leurs segments produits sont déployés sous l'extension de marque. C'est un exemple remarquable de l'adoption par la grande distribution d'une extension de marque. Alors, je ne sais pas en plus si c'est le cas, mais on pourrait dire même que pour tous les Leclerc, ça soit par exemple je sais pas, Deauville pour Leclerc, quoi. Exactement. Ça a un vrai intérêt pour toutes les marques qui fonctionnent avec un réseau. C'est pour ça d'ailleurs que l'industrie automobile a adopté dès 2012, donc on a BMW, Audi, Mini qui se sont engouffrés, pour ne citer que, parce que ils avaient une problématique de gestion de concessions à travers le monde, pardon, et le point marque leur offrait une possibilité effectivement de nommage homogène, unifié de leur concession, et permettait également de gérer un problème d'attribution de droit au nom. C'est-à-dire que quand on a une concession qui passe à une autre marque, elle peut souhaiter garder un nom de domaine qu'elle avait déposé sous une extension parce que elle a déjà généré son trafic dessus, etc. Si à la fin du contrat qui vous lie l'entreprise en question n'accepte pas de couper le nom de domaine, vous êtes à la source. Hein. Vous pouvez donner le coup de ciseau vous-même si elle ne veut pas entendre raison. Ce qui est beaucoup plus difficile dans un autre cas de figure. Alors, là, je parle un peu de cas extrêmes, mais c'est intéressant aussi dans ces cas-là. Pour en tout cas nommer toutes les concessions, etc., et que ce ne soit pas BMW-Neuilly un coup, BMW-Paris 10e de l'autre. Enfin voilà. C'est exactement ça. Le .com, là au moins en clair. Et puis après, en effet, sur la propriété, c'est un point qui est intéressant et qui peut rassurer pas mal de marques, quoi. J'avais une question. Et du coup, sur succursales par pays, comment ça se passe en fait? Ça va être un France.bmw par exemple ou... Par exemple. L'imagination est au pouvoir, j'ai envie de dire. Vraiment, après, chaque marque, en fonction de son modèle, de ses règles de nommage, va décider effectivement de la façon dont elle veut homogénéiser son nommage. Mais on peut tout mettre ou presque devant le point. Par contre, on peut pas juste mettre .bmw. Par exemple. Ça marche pas. Il faut des caractères. Des caractères devant. BMW.BMW. Si on veut être 100%. Très bien. Il y avait un cas aussi sur Google. Je ne sais pas si vous voulez détailler davantage. Oui, alors Google, ce que je disais, c'est que c'est très intéressant. C'est que là, on a un acteur majeur du numérique qui est parti dans l'aventure dès 2012 et qui utilise de plus en plus son extension et pour de nombreux usages et notamment pour appuyer son innovation. Donc, on est vraiment sur un acteur qui montre la voie et qui donne à voir des usages particulièrement intéressants de son extension.
Moi, j'avais lu, alors corrigez-moi si ça a bougé depuis, qu'il y avait 580 entreprises qui possédaient leur point marque. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce qu'il y a une liste quelque part? Alors, il y en a environ 500 qui ont leur extension qui sont actives, donc qui ont été effectivement déployées, insérées dans la racine de l'Internet. Les listes, elles sont disponibles. Alors, bien sûr, ce sont des données publiques. Et elles sont disponibles sur le site de l'ICANN, sur le site de l'IANA, qui est une entité technique de la racine de l'Internet. Et également, nous, on aime bien à la FNIC utiliser un site qui s'appelle NTLD Stat et qui est né avec justement cette ouverture à candidature en 2012. Et qui donne plein d'infos sur les extensions existantes, qui en est le propriétaire, combien de noms de domaine sont déposés dans cette extension. Et je crois que Cédric va vous donner tous les liens pour que vous puissiez consulter ces sites. Cédric n'est jamais avare en lien. Il va vous les transmettre à l'instant. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont plus enclines à posséder leur point marque que d'autres? Alors non. En fait, toutes les entreprises peuvent déposer leur point marque, peuvent faire acte de candidature auprès de l'ICANN dès lors qu'elles sont bien titulaires d'une marque. On a vu que il y avait des secteurs d'activité qui s'étaient lancés dans l'aventure dès 2012, qui avaient eu du coup des usages pionniers, donc l'automobile, la grande distribution. On n'a pas parlé de l'industrie pharmaceutique, mais c'est un secteur qui est pas mal allé. Donc moi je souvent parce que en France, ça fait écho. Je pense souvent au secteur du luxe. Pour moi, c'est un secteur pour lequel c'est particulièrement pertinent d'avoir un point marque, ne serait-ce parce que c'est un secteur qui a des enjeux d'authentification de ces produits pour lutter contre la contrefaçon notamment. Donc, il y a des usages qui peuvent se développer autour d'un point marque qui permettent l'authentification. On peut envisager de coupler un point marque avec de l'Internet des objets, typiquement. Mais en fait, on en parlait un peu au travers des cas d'usage qu'on a mentionnés. En fait, toutes les entreprises, toutes les marques qui ont des problématiques de réseau de distribution, de gestion de fournisseurs, de gestion de filiales, de concessions dans l'automobile, ça peut faire du sens. Évidemment, toutes les problématiques, tous les enjeux de branding, de communication client, d'authentification de sa communication vis-à-vis de ses clients, c'est des éléments auxquels un point marque peut tout à fait répondre. Au global, dans une stratégie digitale. Je ne dis pas que c'est le seul élément qui va permettre de tout faire. On n'est pas sur la solution magique qui règle tous les problèmes, mais voilà, bien intégré dans une stratégie digitale, c'est un vrai levier. Alors, il y a une question justement de Baudouin qui se demandait si est-ce que ça vaut aussi pour les marques et les entreprises du B2B? Sûr, ça vaut pour les entreprises du B2B. Là, on va être plus sur effectivement la possibilité de créer une zone avec une maîtrise technique très unifiée, très homogène. On va pouvoir y adosser des problématiques de supply chain. C'est tout à fait valable sur du B2B. On parlait voilà de problématiques de gestion de ses filiales, de ses fournisseurs, de ses prestataires sous une ombrelle de en point marque. Oui, le B2B n'est pas exclu. On n'est pas uniquement sur des enjeux de communication B2C. On est sur des avantages qui peuvent tout à fait faire de l'écho avec des problématiques en B2B. On est d'ailleurs actuellement en discussion avec des acteurs qui ont des modèles B2B.
On peut imaginer une entreprise avec qui est très présente à l'international, qui a des X filiales, qui justement a besoin de bien nommer tout ça, être bien organisé, avec des enjeux d'intégration, par exemple. Le point marque peut en tout cas participer à ce processus, quoi. Complètement. J'ai aussi une question de Vincent qui se posait la question de est-ce qu'il y a un cadre légal par rapport au point marque? Par exemple, si quelqu'un arrive et dépose un point orange et pas orange, par exemple. Alors ça, c'est moi qui ai ajouté. Hein, c'est pas oui, mais c'est une précision qui est très intéressante. Alors, réponse en 2 temps. Oui, il y a un cadre légal. La candidature faite auprès de l'ICANN, si elle est validée, acceptée par l'ICANN, ensuite elle donne lieu à une contractualisation avec l'ICANN. Et dans ce contrat, on a vraiment tout le cadre juridique qui est défini d'exploitation de son point marque. Donc il y a un certain nombre de règles, pour pas dire un nombre certain, édictées par l'ICANN, qui sont à respecter. Évidemment, on doit respecter le cadre légal aussi de son pays, notamment, je pense, données personnelles et sécurité. Et pour la deuxième partie de la question, qui est la précision que vous avez faite, c'est oui, effectivement, il peut y avoir pour des marques qui correspondent à des termes génériques un enjeu de dépôt concurrent sur justement une extension générique. Typiquement, une des raisons pour lesquelles Orange a déposé son point Orange en 2012, c'était pour se prémunir d'un dépôt générique. Donc aujourd'hui, effectivement, si vous avez une marque qui correspond à un terme générique, il faut se poser la question non seulement en matière de qu'est-ce que je vais faire de cet asset numérique, comment je vais l'intégrer à ma stratégie digitale, mais aussi dans les termes suivants, est-ce que je peux, entre guillemets, me payer le luxe de prendre le risque qui est un dépôt d'un terme générique d'extension Internet, parce que la prochaine ouverture, elle ne va pas concerner que les marques, elle va concerner des termes géographiques. Donc, je citais le point Paris tout à l'heure comme exemple de termes géographiques. Il va pouvoir y avoir de nouveaux termes géographiques qui seront demandés, mais également des termes génériques. En 2012, pour citer les types de dépôts qu'il y a eu sur des termes génériques, on a eu le point shop qui commence à être très connu, mais également le point gourou, le point ninja, moins connu aussi. Voilà, encore une fois, l'imagination a été au pouvoir sur les demandes et voilà, on n'est pas à l'abri quand on est une marque qui correspond à un terme générique que ça puisse arriver. D'où l'intérêt de s'intéresser au sujet. D'où aussi, effectivement, l'intérêt de s'intéresser de près au sujet. Donc, en fait, c'est marrant, c'est moins le cybersquatting qu'en fait la menace du générique, entre guillemets, et que ça serve et que ce soit en fait un nom de domaine qui puisse utiliser et être vendu derrière comme un point shop, le point ski ou autre. Exactement. Très bien. Est-ce qu'on sait comment un internaute réagit face à une extension de domaine personnalisé, un point marque, versus son point .com, son point .fr habituel? Alors oui, je vous remercie d'avoir posé cette question parce que ça fait écho à quelque chose qui s'est passé récemment à la FNIC. À la veille de cette ouverture, on a voulu s'intéresser de près à la FNIC à cette question et on a commandé une enquête indépendante sur le sujet. Et donc, on a effectivement étudié quelle était la perception d'un point marque auprès du grand public. Donc le premier constat, c'est que une personne sur 4 qui a été interrogée est consciente de l'existence de ce type d'extension. On a déjà vu, alors en France, c'est le point Leclerc qui vient en tête de ce que les internautes sont capables de citer spontanément. Les internautes sont sensibles
justement aux avantages conférés par un point marque en termes de sécurité, d'authentification des contenus notamment. Donc il y a une prise de conscience qui s'est faite avec la multiplication de ce nouveau type d'extension dans le paysage de l'Internet. Et cette enquête nous a permis de le souligner et de l'évaluer. Très bien. Une autre question sur l'impact, et c'est Vincent, ah non, c'est pas Vincent, c'est Olivier qui la pose, c'est est-ce qu'il y a un bénéfice ou un risque par rapport au référencement? Alors, il n'y a pas un bénéfice immédiat et il n'y a pas non plus un risque immédiat. C'est comme changer d'extension, par exemple, de passer d'un .com et un .fr. Ça se gère selon un processus... voilà. Avec les bonnes redirections. Exactement. On voit le connaisseur. Ça nous est arrivé. Avant, la réclame avait un autre nom et du coup, forcément. Voilà. En revanche, le bénéfice à moyen terme, il est assez important puisque en fait, on se rend compte que les moteurs de recherche, ils sont confortés par le point marque dans la fourniture d'un contenu pertinent au sujet de la marque. Très bien. Et puis en plus, on peut se dire que ça, d'une certaine façon, ça contribue au branding, à l'autorité, etc., et qui sont des choses qui sont de toute façon plutôt valorisées sur le référencement. C'est tout à fait. Voilà. Alors après cette première partie, qui était, je pense, assez importante et dense, on va passer à une deuxième partie qui est comment obtenir son point marque. Alors, première question, la FNIC, donc vous êtes connu pour le .fr et d'autres noms de domaine, ultramarins, et puis plein d'actions, hein, l'écosystème. Est-ce que avec le point marque, vous décuplez votre terrain de jeu? Est-ce que c'est vous d'ailleurs qui gérez les points marques? Alors, nous, on gère techniquement un certain nombre de points marques. Il y a effectivement des marques françaises qui nous ont fait confiance en 2012 pour les accompagner techniquement. Notamment ce fameux Leclerc dont on parle, hein, il est géré sur les infrastructures techniques de la FNIC. Comment on obtient un point marque? On l'obtient en candidatant auprès de l'ICANN. Et donc, pour ça, on se prépare pour... C'est pas vous, Émilie, qui allez décider si la réclame aura son extension de domaine personnalisée ou pas? Non, je pense que je vais vous laisser votre libre arbitre. Je vais vous laisser décider. En revanche, je peux vous fournir des conseils puisque effectivement, nous avons l'expérience de ce qui s'est passé en 2012 et du dossier de candidature. Et puis, nous avons effectivement l'infrastructure technique qui peut être mise à la disposition du futur point à la réclame. Et donc, voilà, on se prépare pour déposer un dossier de candidature à l'ICANN au printemps 2026. Vous voulez que je mette le slide, peut-être? Par exemple. Voilà. Il arrive là. Et donc, à partir de là, l'ICANN étudie la candidature, valide cette candidature, ce qui veut dire que les premiers nouveaux points marques devraient apparaître sur la toile en 2027, raisonnablement. C'est là. Voilà. Donc, pour résumer, le rôle de la FNIC, ça va être vraiment d'accompagner, de préparer les structures, les marques françaises, a priori, voilà, vers ce processus de candidature auprès de l'ICANN. Et c'est l'ICANN derrière qui valide. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des candidatures qui sont rejetées? Oui, il arrive que des candidatures soient rejetées, tout à fait. Il y a des critères de validation. Alors, si on dépose un point marque, il faut être effectivement titulaire de la marque en question pour laquelle on candidate. Il faut présenter un dossier qui soit conforme aux attentes de l'ICANN. Et puis, il faut payer pour pouvoir candidater.
Alors justement, on va le dire. Combien ça coûte? Quel est Alors, l'investissement en tout cas qui est nécessaire? le tarif récemment confirmé à l'occasion de la réunion de l'ICANN qui s'est tenue en octobre à Istanbul est de donc 227 000 $ en tarif de base. Donc ça, c'est voilà pour candidater. Il faut compter en plus, si vous le souhaitez, des honoraires d'accompagnement par les différents prestataires qui auront été sélectionnés pour ce faire. Et donc, une fois la candidature passée, ensuite, on va dire qu'il y a des frais de gestion courante de votre extension. Donc, il y a une redevance annuelle à payer à l'ICANN qui sera de 25 750 $. Là encore, c'est voilà, le dernier tarif annoncé ces dernières semaines. Et il faut compter ensuite les frais des prestataires. Donc, il y a forcément un opérateur technique de registre. Donc, c'est typiquement le rôle tenu par la FNIC dans le cadre du point Leclerc, l'opérateur technique de registre. On peut s'attacher les services d'un bureau d'enregistrement. Il faut avoir un opérateur de séquestre. Ça veut dire que l'ensemble des données de sa zone Internet est envoyé quotidiennement vers un séquestre, ce qui permet en fait de remonter la zone Internet en cas de défaillance voilà, à partir des données qui ont été séquestrées. Et puis, on peut envisager d'autres types de prestataires de services en fonction du niveau d'accompagnement que souhaite la marque en gestion courante. Et globalement, le budget pour la gestion courante entre l'ICANN et les autres prestataires, ça va être dans une fourchette de 50 à 70 000 € à l'année. Très bien. Donc, on est, voilà, en fait, évidemment, je pense que toutes les entreprises ne pourront pas être sur un point marque. Par contre, sur une entreprise du CAC 40, évidemment, mais sur une ETI, une PME qui est internationale, on n'est pas sur des coûts non plus qui sont démentiels, surtout par rapport aux bénéfices. C'est ça. Le rapport coût-bénéfice est assez largement quand même en faveur de la marque. Sur les raisons pour lesquelles une candidature peut échouer, c'est quoi? C'est que, alors, soit la marque est pas, l'entreprise n'est pas propriétaire de la marque, ça on a évoqué. Est-ce que ça peut être pour des raisons techniques, ça peut être des raisons de comment est présenté le dossier? Alors, pour des raisons techniques, dans la mesure où la marque va être invitée à s'adosser à un opérateur technique de registre qui sera validé par l'ICANN. On est actuellement dans un processus de validation d'opérateurs techniques. Il n'y a pas de risque de ce point de vue-là. Ça peut être vous ou c'est d'autres structures? Alors, ça peut être nous. On est le seul opérateur technique de registre français, d'ailleurs. Mais ça peut être effectivement d'autres opérateurs validés par l'ICANN. Donc, du point de vue technique, le dossier est peu à risque. Ce qui pourrait poser problème, c'est un dossier manquant de sérieux du point de vue de l'ICANN. L'ICANN fait ce qui s'appelle des due diligences et le dossier peut, dans certains cas très marginaux, ne pas passer la barre de cette vérification-là. Donc, à partir du moment où le dossier est sérieux, où le projet est sérieux, qu'il est adossé à une marque dont on est titulaire, il n'y a pas un grand risque. Voilà. Après, il peut y avoir le risque de concurrence, c'est-à-dire deux marques qui auraient le même nom oui, en fonction des pays. Voilà, à deux coins du monde opposés, j'avais envie de dire. Là, il y a un processus d'arbitrage entre les candidatures qui est prévu par l'ICANN. Très bien. Mais effectivement, tout le monde ne peut pas avoir le même nom puisque l'idée, c'est que c'est absolument unique. Une même chaîne de caractères ne peut être attribuée qu'à une seule entité
Donc voilà, dans certains cas, il peut y avoir concurrence. Et après, est-ce qu'il y a une garantie? Enfin, c'est quoi? C'est pour quelques années ou c'est pour ad vitam? Est-ce qu'il y a une... Alors, on a son point marque, quoi. Dans l'idée, c'est ad vitam. Il y a un contrat qui est de 10 ans renouvelable avec l'ICANN en général. Et l'idée, c'est que ce soit ad vitam. Et vraiment, la vision qu'en a l'ICANN, c'est qu'une zone Internet, elle doit une continuité de service à ses utilisateurs. D'où d'ailleurs le recours à un opérateur de séquestre. C'est que vraiment, dans l'univers ICANN, il ne peut pas y avoir d'interruption de service dommageable à l'utilisateur de l'Internet. Donc, on cherche une continuité. Donc, l'idée, c'est plutôt effectivement un projet ad vitam. Une question de Johanna par rapport aux frais initiaux. Est-ce que ça inclut le dépôt? Le dépôt juridique et légal. Je ne suis pas sûre de... Non, parce que le dépôt juridique, c'est la marque. Donc, normalement, elle est préexistante, oui. Voilà. Ça inclut le fait de déposer auprès de l'ICANN son dossier. D'autres frais liés à la préparation de son dossier. Voilà, en fonction des honoraires des accompagnants auxquels la marque fera appel. Mais je ne vois pas d'autres... En tout cas, ce que j'entends, c'est que si on est sur une structure qui correspond, qui est à la marque, qui est peut-être aussi une certaine assise, etc. Parce que si je suis une toute petite TPE qui a un nom rigolo et qui a envie de le déposer, qui a envie de faire un coup avec ça, peut-être que l'ICANN ne va pas valider, je ne sais pas. Peut-être que l'ICANN va demander des garanties supplémentaires, effectivement, sur les chances de pérennité de la structure. Et bon, en dehors de ça, si on a un cas sur, on va dire, sur les marques, les entreprises qu'on connaît bien, et que le dossier est bien mené, a priori, voilà, on va au bout, quoi. Il n'y a pas de... Oui, on va au bout, tout à fait. 100% des dossiers qu'on a accompagnés en 2012 ont été acceptés par l'ICANN. Okay. Il n'y a pas eu de surprise sur des exigences exotiques. Alors, une question d'Élodie, alors pas Élodie de la réclame, mais l'autre Élodie, qui se demande comment est justifié ce dossier, pourquoi on est sur ces montants-là, Alors, le montant qui est donné par l'ICANN, donc les frais de base de 227 000 $, ils ont été évalués en fonction des coûts de traitement induits au niveau de l'ICANN. Donc, c'est essentiellement des juristes qui traitent les dossiers de candidature au niveau de l'ICANN. Ça chiffre vite. Et du coup, ça chiffre très vite. Pardon pour les juristes qui nous écoutent. Très bien. Et, quelles sont les grandes dates à avoir en tête pour les prochains mois? Parce que là, on a donc candidature en 2026, c'est ça? Oui, printemps 2026. Ça veut dire qu'en 2025, il faut se mettre en capacité de commencer à bien dessiner son projet et à préparer sa réponse au dossier de candidature pour être bien dans les clous pour le printemps 2026. Donc d'ici mi-2025. La recommandation, c'est d'avoir pris sa décision et de s'être mis en ordre de marche pour pouvoir décrire son projet et l'insérer dans le dossier de candidature. Donc c'est la période pendant laquelle il faut contacter la FNIC. Voilà. Très bien. Donc, candidature à remettre printemps 2026, non? Oui. Là, actuellement, la ICANN parle du mois d'avril 2026. On préfère parler de printemps 2026 à la FNIC parce que des projets de cette ampleur, on sait que ça peut se décaler. Mais
à la dernière réunion de l'ICANN, les collaborateurs de l'ICANN étaient plutôt confiants sur le fait que si décalage il devait y avoir, ça serait en semaines et non pas en mois. Et donc, déploiement technique 2027 et lancement en 2027 ou 2028, c'est pas encore au mois près, alors. C'est pas encore, En fait, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre déjà de la marque, à quel moment elle veut se lancer. Je sais que en 2012, certains lancements avaient été adossés à certains lancements produits ou voilà, aussi en fonction de la temporalité de ce qui se passe dans les différentes entreprises candidates. Des fois, voilà, aussi pas mal d'événementialiser le lancement, et ça va dépendre aussi du nombre de candidatures que va recevoir l'ICANN et de sa capacité à les traiter selon un tempo plus ou moins rapide. Et ça va dépendre de l'ordre de traitement dans lequel vous allez être considéré. C'est-à-dire que voilà, les candidatures, une fois qu'elles seront reçues, elles seront mises dans une file de traitement, et de cette file dépendra le moment de disponibilité finale. C'est pour ça qu'on a on a donné des tranches qui peuvent paraître un petit peu étendues, mais c'est vraiment ça va vraiment être dépendant à la fois du traitement par l'ICANN et de ce que la marque va décider au niveau de son lancement, si elle souhaite l'adosser à tel ou tel événement, ou si elle veut le faire dès que possible, dès que rendu possible par l'ICANN. Bon, j'imagine que les marques ont un peu de visibilité sur leur point de marque d'ici là, et puis ça leur permettra derrière de caler leur communication, de mettre à jour, par exemple, j'ai souvent en tête Leclerc qui met bien son point Leclerc à la fin de chaque spot, par exemple. Voilà, et donc ça, forcément, il y aura un peu d'adaptation, mais ce sera un sujet pour 2027, voire 2028. Quoi. Voilà. Oui, c'est du projet sur plusieurs années, effectivement. Alors, ça me fait une transition parfaite vers la troisième partie, qui est un peu l'après et un peu de prospective. Émilie, est-ce que vous attendez à une explosion du nombre de points marques suite à ce round de l'ICANN de 2027 ? Alors, on s'attend à ce qu'il y ait un vif intérêt pour ce prochain round, qui est effectivement un poids de candidature des marques dans les candidatures au global qui soit important. On s'attend, parce qu'il y a eu des pionniers qui ont montré la voie à ce qui, dans les secteurs de ces pionniers, il y ait d'autres entreprises qui veuillent rattraper l'avantage concurrentiel qui a été pris par les pionniers. On s'attend à ce que ceux qui avaient réfléchi en 2012 mais qui n'avaient pas franchi le pas y aillent, parce que justement ils ont eu le temps de voir quels étaient les usages, quels étaient les avantages, et ils ont aussi eu le temps de comprendre que les ouvertures, ça pouvait s'attendre longtemps quand on se décidait pas au bon moment. Et puis il y a il y a aussi ceux qui ont raté le coche parce que ils ont pas eu l'information au bon moment, pas eu la possibilité. Il y a déjà la FNIC sur le sujet. On était déjà là, mais peut-être nous avait-il pas rencontrés. Peut-être qu'il n'avait pas regardé un webinaire sur le sujet. Exactement. Et donc voilà, on s'attend effectivement à ce qu'il y ait un phénomène de rattrapage par rapport à l'ouverture précédente, et puis aussi cet élan qui a été donné par les pionniers, et on voit que évidemment on n'est pas dans le même contexte qu'il y a 12 ans. On voit qu'il y a des enjeux de cybersécurité, d'authentification de ces contenus, de ces produits qui deviennent tellement majeurs que on se dit que la compréhension de ce que peut apporter un point dans le cadre de ces enjeux-là
voilà, va faire que effectivement il y aura plus de marques que la fois précédente. Alors, donc on va passer de 580 à 20 000, 580 000. Alors 20 000, pas. peut-être pas. En tout cas, s'il y en a 20 000, je pense que du côté de l'ICANN, il va y avoir des fusées de détresse qui vont être envoyées partout. Ouais. Parce que voilà, la file d'attente va devenir assez ingérable. Mais en tout cas, oui, on pense que voilà, il va y en avoir peut-être le double de plus. En tout cas, voilà, les paris sont lancés. Très bien. La question que je me posais, c'est est-ce que là, toutes les entreprises, en tout cas, sont passées à un site sécurisé, donc en HTTPS, bon aussi parce que Google a pas mal poussé ça, hein, mais est-ce que demain, après 2027 ou 2028, est-ce que chaque marque, chaque entreprise importante aura aussi son extension dans le domaine, son point marque, quoi? Nous, on le souhaiterait. Ce serait un must-have. Je pense qu'effectivement, on est dans une période où on passe d'un nice-to-have à un must-have. Est-ce qu'il y aura d'autres occasions d'avoir son point marque passer ce rang? En théorie, oui. l'ICANN essaye de rassurer la communauté en disant oui. On pensait, c'est ça, on pensait en 2012 que l'opportunité se présenterait beaucoup plus vite. On attend 15 ans. Donc voilà, c'est un oui théorique. On n'a aucune garantie. Ça dépend complètement aussi de la communauté, voilà, de l'ICANN. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ICANN, c'est une entité internationale qui a des parties prenantes et qui consulte ces parties prenantes, et que un no-go massif des parties prenantes pourrait engendrer un arrêt de ce type d'ouverture. Donc, aucune garantie, juste un oui théorique avec un gros point d'interrogation sur la temporalité. Voilà, sachant que l'expérience présente nous engage à être très prudent en la matière. Déjà qu'on est quand même sur un temps relativement long, hein, à l'ère digitale, quoi. Donc c'est vrai que voilà, c'est certainement le moment de s'y intéresser en tout cas. Dernière question, est-ce qu'il y a une étape d'après, selon vous? Quand je dis ça, c'est voilà, toutes les marques importantes ont leur point marque. Comment on va aller un peu plus loin derrière sur les noms de domaine ensuite? L'étape d'après, pour moi, ça serait peut-être justement le fait d'y adosser toutes les innovations en matière de numérique. On voit bien aujourd'hui comment se dessiner des utilisations de points marques pour de l'Internet d'objets. Voilà, transforme. Mais en autant de noms de domaine dans son point marque, les objets que l'on gère. On voit aussi se dessiner des possibilités en matière de gestion NFT. Donc, je pense que voilà, on n'en est que au début d'une possible utilisation de points marques pour accompagner les futures innovations digitales. D'ailleurs, ça me fait penser, je pense que quand Nike a lancé ses NFT, le site c'était le .souche, et je me demande si l'adresse n'était pas souche.nike en fait. Voilà, tout simplement. On est sur ce type d'usage en tout cas. Ce serait pas étonnant, puisque vraiment une zone internet pour gérer un ensemble de NFT, ça fait complètement du sens. Bien. Alors, on a quelques questions du public. Une question assez précise de Mathieu qui se demande si on peut mettre des chiffres dans un point marque. Et selon lui, il a l'impression que c'est pas le cas. Non, effectivement, ça n'est pas le cas. Du côté droit du point, on ne peut pas. On ne peut pas. Voilà. Donc, si votre marque a un chiffre, il va falloir innover.
Mais en revanche, on peut mettre des caractères spéciaux. On peut mettre des caractères accentués ou des caractères cyrilliques, des caractères en arabe. Ça existe. Voilà, on appelle ça dans notre jargon haïkanien des IDN. Mais voilà, on peut mettre des caractères spéciaux, mais pas des chiffres. Alors, il y a une question de Philippe aussi qui se demande comment on arbitre entre un point marque et le marque.fr, par exemple. Ben, on arbitre. En tout cas, voilà, on peut être amené à utiliser les deux. Une fois qu'on a son point marque, c'est bien de faire un maximum sous son point marque, mais les deux peuvent cohabiter dans un espace de nommage maisé par la marque. Après, c'est une question de marketing, de communication, en fait, en relation de point de contact avec le public. Est-ce qu'on va garder l'existant? Est-ce qu'on va faire comme BNP, par exemple, aller tout chousse sur le point marque? Voilà. C'est une question un peu de stratégie. Les deux sont possibles, quoi. Voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ah, une question, on m'a demandé aussi s'il était possible de partager les slides. Il est tout à fait possible de partager les slides avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à le dire dans le chat ou nous écrire après. Vous allez de toute façon tous recevoir le replay. Oui, et par rapport à ce que je pourrais souhaiter ajouter, la FNIC depuis quelques années déjà propose un dispositif qui s'appelle le cercle des points marques, qui est une zone d'échange entre personnes intéressées par le sujet. On a aujourd'hui un peu plus de 80 membres du cercle des points marques, donc qui sont des détenteurs de leurs propres points marques, par exemple, des marques intéressées par le sujet, des spécialistes de nom de domaine, des spécialistes de la propriété industrielle. Et donc, dans le cadre du point marque, on fait des événements de réunion de la communauté où on échange d'actualités sur le sujet, mais également on publie une lettre d'information trimestrielle qui donne elle aussi des informations sur les derniers usages qu'on a pu remarquer de marques sur leur point marque, des informations en direct de l'ALCAN. Voilà, donc et c'est pas réservé quand on point marque. Ça n'est pas. Voilà. Si on est juste intéressé, on peut demander à la FNIC de devenir membre et de recevoir les différentes publications et être invité aux événements. Il y a eu un événement en novembre. Vous savez quand est-ce que ce sera le prochain? Alors, on pense, vu que on a cette échéance d'avril 2026, on pense proposer un événement au printemps l'année prochaine. Parfait. Alors, on me demande, il y a Aurélie qui demande aussi si vous avez une idée du montant de l'accompagnement de la FNIC ou si c'est du sur-mesure. On est plutôt sur du sur-mesure. Ça va dépendre en fait de la nature de l'accompagnement dans le dossier de candidature de l'ICANN. Il y a donc des éléments de description du projet, il y a des éléments juridiques, il y a des éléments techniques. Les éléments techniques, nous, on peut facilement les fournir dès lors que l'on sera le prestataire technique en gestion courante, mais ça va vraiment dépendre sur quel volet vous nous sollicitez. Très bien. Et dans quelle mesure vous nous sollicitez également. C'est-à-dire qu'on peut avoir un accompagnement très en amont pour vous aider à définir le projet, à évaluer l'opportunité, mais on peut aussi avoir un accompagnement beaucoup plus limité. Voilà.
Je pense que c'est vrai qu'il va peut-être laisser un email, au moins que si les personnes peuvent Oui, contacter après derrière pour tout à fait. en savoir plus. Ouais. Nos emails à tous les deux, parce qu'on est les deux personnes un petit peu référentes sur le sujet, en tout cas point de contact sur le sujet au sein de la FNIC. Très bien. Alors, on arrive au bout de cette 18e masterclass dans la cloud, donc en partenariat avec la FNIC. En tout cas, ravi d'avoir pu échanger avec vous, Émilie, sur le sujet. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on est vraiment au croisement de quelque chose qui est très technique et aussi qui est très marketing et très lié à la marque. Je remercie au passage Litan, qui est notre partenaire technique. Si vous avez d'autres questions, voilà, vous avez les coordonnées d'Émilie et Cédric, certainement en échanger. Merci à tous et rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle masterclass. Merci Swan, merci beaucoup. Merci. À bientôt.